Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag Café pour une édition spéciale. Spéciale parce que nous sommes à Paris, spéciale parce que nous serons sur les traces d'Édith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Les ultimes giboulées de printemps sont en train de s'abattre sur Paris. C'est ce qui explique notre présence ici, à l'abri, sous une tonnelle d'un escalier qui monte vers la butte, vers les buttes de Paris, Montmartre, Belleville. C'est là que nous allons partir en votre compagnie, en compagnie de notre guide, qui est doublement guide. Notre guide aujourd'hui et guide à Paris, guide pour une agence suisse et suisse lui-même. Oui, tout à fait. Ça fait 27 ans que j'ai posé mes valises à Paris. Donc, je suis arrivé de mon natal, de Tavannes plus exactement, et que je suis à Paris au service de Frontour pour m'occuper des Suisses qui viennent visiter Paris. Puisque Paris c'est Piaf, Piaf c'est Paris, et ça va très très bien pour faire quelque chose d'extraordinaire. Sur les marches de cette maison, qui le 9 décembre 1915, dans le plus grand dénuement, Édith Piaf, dont la voix plus tard devait bouleverser le monde. On devrait plutôt dire, François, serait né le 19 décembre 1915. Serait né effectivement, parce que je pense que la vie d'Édith n'a pas besoin de ce genre de légende, elle était assez énorme sans cela. Comme l'a dit Sacha Guitry, sa vie a été tellement triste qu'elle est presque trop belle pour être vraie. Donc c'est plutôt la réalité que le père Gassion a dû effectivement amener la mère à Édith à l'hôpital d'urgence parce qu'elle était effectivement près d'accoucher, et que c'est ici que la police de l'époque effectivement est venue récupérer le couple pour les emmener au Parthenon, où elle est effectivement née le 19 décembre 1915. Donc la famille Piaf, enfin la famille Gassion, n'habitait pas cette maison? Non, ils n'habitaient pas cette maison, ils habitaient dans la rue de Belleville. À l'endroit exact, je ne le sais pas parce que je n'ai jamais pu le découvrir. Mais ce que je sais, c'est que rue Repval, c'est là qu'a grandi la petite Édith dans un premier temps, qui est juste un peu en dessous d'ici, puisque sa grand-mère maternelle habitait. Grand-mère maternelle d'ailleurs, qu'elle appelait donc grand-mère Aïcha, qui était d'origine berbère. Son vrai nom, ça ne s'invente pas, c'était Emma Ben Saïd Mohamed. C'est peut-être de là que vient la voix d'Édith, quelque part. Et c'est une fille de la cloche, puisque ses grands-parents, donc maternels, étaient dans le cirque déjà avant, puisque sa grand-mère était écuyère, son père clown.
Ça, François, c'est un peu le trésor du guide secret de Paris. Ah oui, tout à fait. Et puis, alors, pour avoir ces codes, c'était pas facile puisque tout le monde s'enferme aujourd'hui et c'est un peu normal quelque part parce que les gens veulent rester chez eux. Et alors, pour obtenir ces codes entre les gardiennes portugaises à certains endroits ou ici, en l'occurrence chinois, c'est pas facile du tout. Alors, on continue. Oui, c'est des recherches, c'est beaucoup de recherches dans des très vieux guides qui évoquaient ces cours intérieurs. Dans les guides d'aujourd'hui, on ne trouve plus ce genre d'endroit, ce genre d'informations. Il faut vraiment les piocher dans des très très vieux bouquins, des très vieux guides de Paris qui datent donc des années 30, 40, 50, qu'on ne trouve plus que dans les brocantes. Alors ici, François, c'est votre Paris secret. C'était aussi le Paris secret, mais public. Tout de même, d'Édith Piaf, qui ne s'appelait pas encore Édith Piaf. Tout à fait. À l'époque, Édith Gassion, c'était son Paris à elle, puisqu'on est en plein cœur de Belleville, dans ces où elle chantait avec sa copine Momone, et qu'elle pouvait ramasser quelques sous pour survivre à la dure réalité de la vie de la rue à l'époque. Et les habitants sont toujours, grosso modo, les mêmes, ou c'est devenu des zones riches? Oh non, je pense que dans sa grande majorité, c'est resté les mêmes. C'est les mêmes, c'est la descendance de ces familles qui existent ouvrières depuis l'époque et qui sont restées dans la continuité. Dans une des cours de Belleville où a peut-être chanté, en tout cas où aurait pu chanter Édith Piaf, on vous retrouve Johan et Hubert. J'aimerais qu'en 2 mots vous vous présentiez et que vous nous disiez aussi ce qui aujourd'hui fait qu'on a encore envie de chanter du Piaf. Eh bien, en fait, je chante depuis plus de 25 ans, et du Piaf depuis toujours. On a encore envie de chanter du Piaf aujourd'hui parce qu'elle représente l'interprète féminine française qui a su traverser toutes les générations et qui plaît encore aujourd'hui. Voilà. Y compris aux jeunes. Oui. Y compris aux jeunes qui la découvrent. Et c'est un petit peu notre rôle justement de perpétuer la génération Piaf. Mais vous, qu'est-ce qui vous a donné le virus ? Eh bien, moi je suis d'une famille de musiciens. Mon grand-père était chef d'orchestre, mon père également, donc je suis née dans la musique. Chanter, en fait je me suis même pas posé la question. Je crois que dès que j'ai su parler, on m'a mis un micro sous la bouche et on m'a dit chante. D'un bout à l'autre de la semaine, sur les boulevards, dans les faubourgs, on les voit traîner par centaines, leurs guêtres sales et leurs amours, dans des chemises de 10 jours, sous la lumière des réverbères, prenant des airs de Pompadour. Ce sont nos belles ferronnières, ce sont nos poupées, nos guignols, nos pantins. Écoutez dans la nuit, elles chantent ce refrain. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous les paumés, les purées de paumés, qui sommes aimés un soir n'importe où. Nous avons pourtant le cœur pas exigeant, mais personne n'en veut, bon, tant pis pour eux. Qu'est-ce que ça fout, on s'en fout. Nul ne s'y accroche, il n'y a pas d'amour, et l'on sera toujours les mômes de la cloche. Mais comme elles n'ont pas les toilettes qui vont pour les rubans, c'est pas aux galeries Lafayette qu'elles cherchent chaque soir leur turbin. Le long du canal Saint-Martin, au Sébasto, à la Chapelle, on est toujours Ségondin pour le monsieur qui vous appelle. C'est de l'article populaire, c'est pas du beau joujou, pour que l'on soit au bazar à 30 sous. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous les paumés, les purées de paumés, qui sommes aimés un soir n'importe où. Tout comme nos boui-boui, nous ne sommes pas vernis, jamais l'on ira sur la Riviera. Qu'est-ce que ça fout, on s'en fout. Quand l'agent nous chope, on va faire le 4 jours là-bas, à la tour, les mômes de la cloche. Elles ont vendu toutes leurs caresses, elles furent payées tant bien que mal.
Mais un jour plus rien dans la caisse, elles vont se ficher dans le canal. Et sans avoir comme un cheval la pitié des gens de la rue, on les emmène à l'hôpital. La foule dit « Oh, mais ce n'est qu'une grue !» Et voilà comment nos poupées, nos pantins, quand elles n'ont plus le sou, finissent tout à pantin. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont, sans amis, sans proches. C'est les paumés, les purées de paumés, qui s'en vont dormir dans l'horrible trou. Jamais l'on ne voit derrière notre convoi ni fleurs ni couronne, pas même une personne. Qu'est-ce que ça fout? On s'en fout. Quand la mort nous fauche, c'est notre plus beau jour. Cloche sonnait pour les mômes de la cloche. Une précision tout de même, ce qu'on est en train de faire là, c'est des prostitution. On ne chante plus dans les cours. C'est rare maintenant. Hein. Bah, disons qu'en général, quand les gens ouvrent la fenêtre, c'est franchement pour donner de l'argent, mais plutôt des seaux d'eau. Donc non, on ne chante plus dans les cours. On chante encore un petit peu dans les couloirs de métro, mais les cours sont désertés maintenant. Angle rue Troyon, avenue Macron. 2 pas de la place de l'Étoile. Ici, on est dans le quartier chic, loin de Belleville et de Ménilmontant, mais Edith, qui n'était encore qu'Edith Gassion, ne dédaignait pas à l'occasion d'y venir seule ou avec sa copine Momone, histoire de changer d'air et aussi de faire la manche pour des passants qui n'étaient pas forcément plus généreux que ceux des particuliers, mais qui au moins disposaient à coup sûr de quelques pièces et peut-être même de quelques billets dans leur poche. Et c'est très exactement là qu'un monsieur très distingué va entendre cette voix pour la première fois. Il se nomme Louis Leplay, il dirige un cabaret très huppé, très connu, le Jerry's, et il va proposer à Edith tout simplement de venir chanter chez lui le lendemain. D'un pas souple et léger, il s'en va tranquillement où ils ont rendez-vous. Tout est calme, pourtant, il entend vaguement une voix qui vient, on ne sait d'où. N'y va pas, Manuel, n'y va pas. Il y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas. Et plus tard, tu le regretteras. N'y va pas, n'y va pas. Attention, Manuel, sois prudent. N'y va pas, Manuel, n'y va pas. Attention, Manuel, attention. Leplay a rencontré Piaf, a rencontré Leplay, elle va chanter chez lui, ça se passe comment? Ça se passe déjà le 25 octobre, ça se passe relativement mal au début puisque Edith n'avait pas fini de tricoter sa petite robe noire qu'elle voulait porter à ce moment-là et que heureusement dans la salle il y a une personne qui lui a rendu un fier service qui était Yvonne Vallée qui lui a prêté son écharpe qu'elle avait pour cacher son bras qu'elle avait fini de tricoter justement. Et puis ensuite tout se passe puisque Maurice Chevalier était dans la salle aussi et après son tour de chant s'est levé, il aurait dit un truc comme elle en a dans le ventre la môme. Et c'était parti, la carrière de Piaf était partie grâce donc à tonton Leplay comme elle l'appelait ou papa Leplay plutôt comme l'appelait Edith. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous gagne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse folle farandole, je suis emporté au loin. Je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole. L'homme m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
La page Le Play est définitivement tournée. C'est à partir de maintenant qu'elle va rencontrer des hommes, que des hommes vont la rencontrer, qu'une espèce d'alchimie va faire naître la vraie chanson et la vraie personnalité de Piaf. Oui, tout à fait. C'est d'abord une énorme rencontre avec Raymond Assau. Donc c'était une première rencontre importante puisque c'est vraiment lui qui s'est bagarré, qui a cru en Édith et qui l'a transformé en Édith Piaf, de la môme Piaf en Édith Piaf. Mais en ce qui concerne Raymond Assau, ça n'est que le premier d'une longue série. Absolument, puisque ça a duré 2 ans. La guerre étant arrivée, Assau est très rapidement mobilisé. Donc on est en 1939 et va arriver une autre grande personnalité du cinéma français plus tard, qui est Paul Meurice, qui va prendre la place donc, dans le lit d'Édith. Donc avec Paul Meurice, bien sûr, elle va faire une grande pièce de théâtre, Le Bel Indifférent, puisque c'est également la même période qu'elle va rencontrer un ami qui sera un ami de toujours pour Édith Piaf jusqu'à sa mort, puisqu'ils sont morts le même jour, c'est Jean Cocteau. Jean Cocteau, donc il va créer Le Bel Indifférent pour le couple Meurice et Piaf. Puis alors les amours se succèdent et les créations aussi, parce que chacun de ces amours, c'est aussi la naissance d'une nouvelle collaboration. Ah tout à fait, ce sont des chansons aussi, bien sûr, des collaborations et des chansons qui ont fait le tour du monde. Et puis bien sûr, après la guerre, c'est les tournées qui vont s'effectuer un peu partout et c'est également la rencontre avec les compagnons de la chanson. Et c'était quelque chose d'assez extraordinaire avec une chanson qui a été créée par un Suisse, puisqu'on parle là de Villard, alias Gilles, qu'elle a connu au Coup de Soleil à Lausanne, une chanson des Trois Cloches. Et ça va être le début un petit peu de la période américaine d'Édith Piaf, puisque un peu grâce aux compagnons également et à cette chanson, elle va découvrir l'Amérique, elle va débarquer à New York. Elle va connaître ensuite bien sûr Marcel Cerdan. Et ça c'était bien sûr le grand amour, certainement le grand amour d'Édith. Brigitte Aubert a une passion, les randonnées. Mais elle a aussi beaucoup de souvenirs. Comédienne à succès dans les années 50, elle se produisait en première partie du spectacle d'Édith Piaf. Elle était d'abord... j'étais d'abord éblouie parce que moi... C'était pas un regard objectif. Parce qu'au départ, j'avais une telle passion pour elle. Et quand je l'écoutais tous les soirs, j'allais l'écouter chanter. Moi, je passais en première partie, j'allais la voir en seconde. Tous les soirs, j'étais là. Ou alors, je fonçais au balcon pour la regarder. C'est terrifiant. Elle vous arrachait tout ce qu'on avait dans le corps. Enfin, c'est fantastique. Le tempérament, la puissance. Je sais pas, elle était habitée par quelque chose. Voilà. C'est pour ça qu'elle remuait le monde entier, quoi. Et quand on la voyait, on était encore que plus admiratifs, parce que quand on voyait le petit bout que c'était Rikiki maigrichon se tenant mal, comme ça, et elle brillait tellement en scène, c'était pas d'être une femme de ménage quand on était derrière. Mirabel serait écroulée, enfin c'était une pauvre petite chose toute maigre. Et en scène, ça partait, c'est fantastique. Fantastique d'être douée comme ça.
1949, mort du grand amour, mort de Marcel Cerdan. 1963, mort d'Édith Piaf. 14 années avec encore des rencontres, bien sûr, des rencontres avec des hommes, toujours. Mais 14 années qui sont déjà, François, des années où la mort est présente. Oui, la mort et la culpabilité. La culpabilité puisque Édith, en 1949, était à New York. Et Cerdan devait rejoindre donc New York en bateau. Et la veille, le 27 octobre 1949, Édith au téléphone, n'en pouvant plus d'attendre son illustrement, a demandé qu'il prenne l'avion, ce qu'il n'avait pas prévu, puisque pour préparer un combat de boxe, bien sûr, c'était beaucoup plus évident avec le décalage horaire, pour assumer le décalage horaire, de prendre le bateau. Et elle a tellement insisté qu'il a pris l'avion et est arrivé, bien sûr, ce 28 octobre 1949, le crash qu'on sait, et la disparition de Cerdan. Et elle a traîné ça dans sa mort, cet esprit de culpabilité. Elle est allée voir des voyantes, les églises, elle a essayé de rentrer en contact avec Cerdan pendant toutes ces années-là pour justement essayer de se faire pardonner, pour qu'elle rentre en contact avec lui, qu'il lui dise qu'elle n'était pas coupable, parce que ça, elle l'a vraiment traîné ces 14 dernières années. François, le moins qu'on en puisse dire, c'est que ce lieu est assez calme aujourd'hui, mais qu'un certain jour d'octobre 1963, c'était quasiment à la foire d'Empoigne. Oui, le 14 octobre, le jour de l'enterrement, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient entassées ici depuis l'entrée. Tout le monde voulait être devant, bien sûr, puisque toutes les célébrités étaient là. La première, la grande amie de toujours de Piaf, qui était Marlène Dietrich. Et c'est vrai qu'il y avait du monde. Il y avait un vrai recueillement. Oh, il y avait un recueillement, c'était le silence pratiquement absolu. En tout cas, ici, autour, dans les abords immédiats de la tombe, c'était vraiment le silence. Par contre, bien sûr, il y avait tout le chahut qui était derrière, dans la partie inférieure du cimetière, où il y a l'entrée principale, où il y avait tous les badauds qui absolument approchaient pour être de la partie. Et alors, sur cette tombe, quand on cherche dans les inscriptions Édith Piaf, on la trouve, j'allais dire, en deuxième ligne, de son nom de mariée, qui est Madame Lamboukas. Lamboukas, puisqu'elle s'est mariée, bien sûr, en deuxième noces avec Théophanis Lamboukas, appelé Théo Sarapo, qui était d'origine grecque. Sarapo, c'est Édith Piaf qui lui avait donné ce nom-là, puisque près d'elle, il lui disait toujours dans sa langue maternelle « je t'aime », et « je t'aime », c'est en grec Sarapo. C'est pour ça qu'elle a dit, Édith Piaf l'a rebaptisé Sarapo, et qu'il est que sur scène, le fameux Théo Sarapo. Et à l'autre extrémité de la tombe, outre le papa d'Édith Piaf, il y a quelqu'un dont peu de gens finalement connaissent l'existence, sa fille. Oui, bien sûr, c'est celle parce que beaucoup de gens ne savent pas que Édith avait une fille qui est décédée en 1935 et qu'elle a ramenée ici, bien sûr, avec à l'époque à la mort de son père, pour reposer dans cette tombe. Édith Piaf est sans doute la chanteuse française la plus connue dans le monde. Et pourtant, dans son propre pays, la France, dans sa propre ville, Paris, peu de lieux portent son nom, à l'exception peut-être de cette petite place, seulement marquée par une plaque et un modeste monument. Comme sur cette tombe du Père Lachaise, il ne se passe pas de jour sans que des inconnus viennent y déposer quelques fleurs, avant peut-être de pénétrer quelques instants au bar de la place Édith Piaf, où Édith n'est jamais venue et où pourtant la patronne et les clients semblent l'avoir toujours connue. Contre une locomotive qui filait vers le midi, et quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région. Wow. Le nom d'Édith Piaf, c'est venu avec vous dans le café ou pas? Non, le nom d'Édith Piaf existait avant que je n'arrive ici. Moi, je suis là depuis 4 ans environ et le bar s'appelait Édith Piaf depuis une quinzaine d'années environ, quand la place Édith Piaf a été créée, c'est-à-dire il y a 25 ans environ. Mais vous étiez déjà piafiste, si vous me passez l'expression, avant? J'étais déjà piafiste avant, oui, mais ailleurs. Et je chantais Piaf. Ça m'est arrivé de faire des karaokés et de choisir Piaf. Et donc, quand j'ai eu l'occasion de racheter ce bar, je me suis dit que c'était un signe du destin. Il y a des gens qui viennent un peu à la recherche de souvenirs, de renseignements. Vous êtes devenu
Oui, le botin d'information. Non, je ne suis pas le botin d'information. Disons que j'essaye à ma façon, avec les moyens dont je dispose, de renseigner les gens au mieux, de moi-même m'informer, de continuer justement à entretenir cette mémoire en rassemblant des documents, en participant à des animations autour d'Édith Piaf, comme celle qu'on a eue le 21 septembre l'année dernière, et une qu'on aura encore cette année pour fêter le 40e anniversaire de sa mort, donc qui devrait en principe avoir lieu au mois d'octobre 2003. Et puis, eh bien, j'entretiens sa mémoire comme je peux. Je chante, je continue à chanter. Et quand on fait des soirées Édith Piaf, eh bien, je chante Piaf. Entre la station Belleville et la station Père-Lachaise, entre la jeunesse de Piaf et l'endroit où elle repose définitivement, nous sommes là à la station Ménilmontant et c'est tout près que se trouve le musée Édith Piaf. Oui, effectivement, le musée Édith Piaf qui est à 2 pas d'ici, rue Crépin-du-Gast, et qui est tenu par Bernard Marchois, qui a récolté au fil des années beaucoup de souvenirs de la grande chanteuse. C'est un endroit authentique, rare, qu'il faut voir si on s'intéresse à la vie d'Édith Piaf. Musée qu'on peut visiter. On ne peut le visiter que sur réservation, donc il faut téléphoner, et c'est un musée donc, qui est privé puisqu'il appartient donc, à Bernard Marchois, qui lui envisage donc, de faire ou d'essayer de faire faire à l'État français un musée de la chanson française qui grouperait entre autres les souvenirs qu'il a récoltés lui. Bien, eh bien écoutez, je vous invite à aller faire une petite visite à Édith Piaf, si l'on peut dire, dans son musée. Alors, nous avons dans ce musée beaucoup de choses. Alors des disques d'or, disques de platine, bon ça ce sont les récompenses tout à fait symboliques d'un artiste. Et il y a aussi là de très beaux portraits. Et puis au centre, là nous avons l'unique portrait de son unique affiche, si l'on peut dire, lorsqu'elle est devenue Édith Piaf. Je suis allé un jour chez elle avec des amis qui m'ont emmené et puis j'ai rencontré Piaf que je ne connaissais pas, je ne savais pas qui elle était, qui c'était et je n'étais pas très emballé parce que j'ai vu une petite bonne femme qui était insignifiante à mes yeux quand on a 16 ans et puis quand on m'a dit mais c'est une très grande chanteuse, j'ai fait oh, j'étais très étonné que ce soit une grande chanteuse et puis j'ai entendu Piaf répéter dans la demi-heure qui a suivi et donc là j'étais absolument emballé. Petite robe noire pour Édith, toujours, mise bien sûr à sa taille, là, pas de problème. Et puis on a juste derrière les gants de boxe de Marcel Cerdan. Petit gants de boxe, enfin petit, qui devait faire mal quand même. On se retrouve maintenant avec une robe de chambre noire. Ce n'est pas celle d'Édith, mais c'est celle qu'elle a offerte à Georges Moustaki en 1958. Alors, on continue, et dans cette niche-là, nous avons des chaussures de scène, un sac à main, une paire de gants et un petit sac de soirée avec des pierreries. Alors, dans cette seconde pièce, on a une robe de théâtre, donc toujours noire pour la scène, bien entendu, et c'est une comédie musicale qu'elle avait jouée au théâtre qui s'appelait La Petite Lily, c'était une comédie musicale de Marcel Achard. Alors de ce côté-ci, nous avons des vers qui retracent un petit peu les grosses étapes de sa carrière, mais elles n'y sont pas toutes. Et ce sont les reproductions d'affiches de cette époque-là. Qui vient pour découvrir ce qui reste d'Édith Piaf? Il y a beaucoup, bien sûr, de Français, ça c'est tout à fait normal, mais il y a aussi, et ça c'est assez extraordinaire, beaucoup d'étrangers. Ça, je sais que la plupart des étrangers, lorsqu'ils viennent visiter Paris, ils font les choses les plus importantes, c'est-à-dire le Louvre, Orsay, bien d'autres musées grandioses, et puis ils viennent se retremper dans cette intimité tout à fait exceptionnelle pour retrouver Piaf, cette voix qui, au travers des frontières, justement, représente tellement Paris. Sur la butte de Belleville, un bistrot à l'ancienne, le vieux Belleville, un lieu apparemment semblable à bien d'autres dans ce quartier resté très populaire, mais à l'intérieur, même s'ils viennent d'abord pour se régaler d'un plat du jour succulent et bon marché, les habitués sont aussi, bon gré mal gré, des adeptes de la chanson française et en particulier de Piaf, qui figure à tous les menus, ou presque. Elle écrit la chara, mais elle la danse pas.
Elle ne regarde même pas la piste, et ses yeux amoureux suivent les généreux, et les doigts saccadants de la piste. La lumière dans la boue, par le bas, par le haut, elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre étendue de la musique. La figure est triste, au fond de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti, soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écrira les airs de et les doigts saccadants de la piste. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de danser, c'est physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre étendue de la musique. La fille de joie est seule, au fond de la rue là-bas. Les filles lui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, sa vie elle est foutue. Adieu tous ces beaux rêves, son homme ne reviendra plus. Pourtant ces jambes tristes l'emmènent au boui-boui. Où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle entend la jana, elle écoute la jana, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la bouche, dans le ventre, elle a envie de chialer, c'est physique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser au son de la musique. Arrêtez la musique. Merci beaucoup. Merci. Les grands artistes parisiens comme Chevalier, comme Piaf sont du quartier. Donc on a réussi un petit peu à faire ressortir ce genre d'endroit où déjà, moi très très jeune, j'entendais qu'il y avait des guinguettes un peu partout dans le secteur, sur Belleville, sur le bas de Belleville, sur même la rue des Envierges, et que beaucoup de gens, beaucoup d'accordéonistes comme Privat, comme Azola, qui fréquentaient beaucoup le quartier, jouaient dans les guinguettes aux alentours. Et la place de Piaf parmi le panthéon des interprètes? Elle est au summum. Elle est au summum parce que toute petite comme elle était, elle a réussi à gravir tous les échelons et à être très grande dans ce métier. Moi j'ai su les vers au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins. Portant le soleil, ils ont demandé
d'une voix tranquille, un coin pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle avoir regardé dans le petit jour la chambre d'hôtel au papier joli. Mes yeux m'ont planté tout au fond du cœur un bout de leur soleil et tant de couleurs que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés se tenant par la main, les yeux refermés vers d'autres matins remplis de soleil. On les a couchés unis et tranquilles dans un lit creusé au cœur de la ville. Et je me rappelle avoir fermé dans le petit jour la chambre d'hôtel des amants d'un jour. Mes yeux m'ont planté tout au fond du cœur un bout de leur soleil et tant de couleurs que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il y a toujours dehors la chambre à louer. Voilà, nous sommes quasiment arrivés au terme de cette édition spéciale Édith Piaf à Paris, à l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition. Une émission qui n'aurait pas été possible sans un certain nombre de complicités. La complicité de François Kneuss, notre guide, le Jurassien de Paris, ou si vous préférez le Parisien du Jura. La complicité de Johan Morgan, qui chantait, qui interprétait Piaf en compagnie de Tonton Hubert et de son accordéon. Et puis une complicité moins visible et pourtant beaucoup plus présente encore, celle d'Édith Piaf elle-même. Tout au fil de la préparation puis de la réalisation de cette émission, nous avons eu le sentiment qu'elle était avec nous, qu'elle nous guidait pour réaliser cette émission, pour ne pas nous tromper trop. J'espère que ça aura été le cas et c'est avec elle, ou en tout cas en pensant à elle, que nous allons maintenant nous séparer. À bientôt et merci. Baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours.
va.